Alors, nous allons appeler maintenant à la barre Monsieur Jean-Pierre Coutron. Bonjour, donc vous êtes psychologue clinicien, donc ça veut dire que vous suivez actuellement un certain nombre de personnes qui ont des problèmes d'addiction. Et puis par ailleurs, vous êtes président d'une fédération qui regroupe des acteurs justement du soin. Quel est votre témoignage ? Alors effectivement, je suis psychologue clinicien. J'ai une autre caractéristique, c'est que ça fait 30 ans que je le suis, et dans le même secteur des addictions, et que j'ai commencé ma carrière à Mantes-la-Jolie, dans le quartier du Val-Fouré, et que je la termine à Boulogne-Billancourt, pour ceux qui connaissent, près de la piscine et de la patinoire. Et donc j'ai directement expérimenté aussi les inégalités de santé et les inégalités sociales, qui sont un paramètre important des questions d'addiction qu'évoquait en ouverture Fabrice Olivet. Alors, ce que je peux dire par rapport à cette partie du soin, sachant que la fédération que je représente, on s'occupe aussi de réduction des risques et on s'occupe aussi de prévention, et ça va me permettre de compléter mon propos. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le problème essentiel aujourd'hui devrait être de rencontrer un maximum d'usagers et un maximum de familles. La question qu'on devrait se poser, c'est de rencontrer un maximum de personnes à des niveaux différents. On a beaucoup parlé des drogues illicites, mais le landerneau de l'addiction vibre depuis quelques jours d'un débat sur la drogue licite, l'alcool. Serait-il ou pas présent dans le vin ? Et serait-il aussi dangereux dans le vin que dans d'autres substances ? Et Robin Reda a évoqué la difficulté d'ouvrir des supermarchés. Mais je le rassure, les supermarchés de l'alcool sont ouverts, et ça nous montre ce que c'est quand on met un produit sur le marché sans le réguler. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on a d'un côté des produits qui sont en accès libre sur le marché officiel, dans un hyperlibéralisme d'une violence sans nom pour un certain nombre d'usagers. N'importe qui peut aller acheter, et le temps de venir dans le métro, j'ai vu une quantité de publicité sur l'alcool extraordinaire, et elles sont même mises à proximité des écoles. Et de l'autre côté, on a des substances qui ont elles aussi leurs dangers, qui ne sont pas forcément plus dangereuses ou moins dangereuses, mais toutes les drogues illicites, qui, elles, sont distribuées par un autre réseau, qui sont les mafias. Les mafias qui ont pris d'autant plus d'importance que la crise économique est montée. J'ai connu une époque où on se promenait dans le Val-Fouré avec le policier du coin, ça ne s'appelait même pas la police de proximité, et où on pouvait être tranquillement le soignant et le policier dans le quartier. Quand je suis parti du Val-Fouré, on ne pouvait plus faire ça tranquillement. Donc le soignant que je suis a pris une grande leçon d'humilité en disant: ça ne se solutionnera pas du côté du soin. Notre boulot du côté du soin, c'est de rencontrer à tous les étages les personnes qui en ont besoin et de leur proposer l'offre de soins la plus complète et la plus diversifiée. Vous l'évoquiez, ou c'était évoqué par Robin Reda, les consultations jeunes consommateurs pour des jeunes scolarisés ou autour, qui ne se précipitent pas pour se reconnaître comme malades et qui ne se précipitent pas pour se reconnaître comme délinquants. Des dispositifs de salles de consommation au moindre risque, des dispositifs de CARUD, des dispositifs de lieux d'accueil pour des usagers chroniques qui ont d'autres difficultés. Et tout ce travail-là doit permettre de régler ceux qui ont un problème d'addiction. Alors, il faudrait avoir le temps de vous dire qu'est-ce que c'est qu'un problème d'addiction. Mais il y a aussi tout un tas d'usagers qui n'ont pas de problème d'addiction, qui sont des usagers du quotidien, qui sont parfois dans l'entreprise où vous travaillez, qui sont parfois dans les lieux où vous exercez, qui ont des consommations plus ou moins occasionnelles. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de conséquences de santé. Le fameux « dès le premier verre d'alcool, on rentre dans le risque du cancer » ne veut pas dire qu'on est devenu alcoolique dès le premier verre. C'est différent, l'évaluation de la maladie addictive, de l'évaluation d'un certain nombre de conséquences en termes de santé. Je pense qu'aujourd'hui, le débat sur les drogues est plombé parce qu'on mélange ces trois registres. L'aspect économique bien développé par des témoignages précédents, l'aspect addiction spécifique que je ne peux ici que survoler, et puis ensuite des aspects conséquences de santé de façon générale, de façon globale. Pour vous le dire sur un exemple très pragmatique, quand je m'occupais de jeunes au Val-Fouré, quand ils avaient les fameux troubles cognitifs dus à la consommation précoce de cannabis, en 3 mois, ils pouvaient avoir une réorientation, un CAP, c'était plié pour eux, on ne leur donnait pas de deuxième chance. Dans les quartiers où j'exerce, ils ont le droit à un coach parental, ils ont le droit à passer par un certain nombre d'internats, et on va tout faire pour leur éviter et les conséquences judiciaires et les conséquences scolaires. À
problème de santé égal, la réponse n'est pas la même. Voilà. Donc je suis désolé d'être le témoin de ce qui est l'échec d'une politique, et je crois que ça a été très bien rappelé par Yann Biziou, qui voulait, à l'époque où on n'avait que quelques milliers d'usagers, dire si on leur fait peur, ils vont aller du côté du soin. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la sanction pénale pour les faire aller vers le soin. Et les quelques-uns qui vont vers le soin, vers la sanction pénale, ne sont pas l'enjeu majeur des politiques de santé. L'enjeu majeur des politiques de santé, c'est les dispositifs d'intervention précoce, c'est les dispositifs de réduction des risques, c'est les dispositifs d'aller vers, qui vont vers beaucoup plus d'usagers que les quelques-uns qu'on interpellera, et qui, encore une fois, aux différents niveaux de problématiques où ils sont, leur apporteront les réponses dont on a besoin. Le dernier élément, c'est d'accepter que la dangerosité des drogues, c'est un concept très relatif. Il y a des substances et il y a des dangerosités. Ce n'est pas la même selon les produits. Donc les systèmes de régulation, effectivement, doivent s'adapter à ces produits. Vous savez qu'il y a dans la salle quelqu'un qui se livre à des activités dangereuses. C'est mon collègue Olivier Fan, puisqu'il n'arrête pas de jouer avec son petit téléphone. Et quand vous jouez avec votre petit téléphone, vous êtes assis, c'est moins dangereux. Mais quand vous jouez en voiture, ça devient dangereux. Et dans quelques temps, vous verrez qu'il y aura des enquêtes qui montrera peut-être qu'on a plus d'accidents de voiture dus à l'usage du téléphone qu'à telle ou telle substance légale ou illégale, parce que là aussi, les addictions, ça se décline différemment selon l'époque, c'est-à-dire selon les objets que l'on invente. J'ai commencé ma carrière, vous le savez parce que j'ai pu l'amener dans des témoignages précédents, quelqu'un du ministère de la Santé m'avait envoyé un message en disant « Monsieur Coutron, ne perdez pas votre temps à vous occuper de l'usage de cannabis, ce n'est pas un problème de santé publique. » Je termine ma carrière, le gros problème de santé publique, c'est le cannabis chez les adolescents, ce sont les écrans qui n'existaient pas chez les écrans. Ce sont les fameuses binge-drinking qui n'existaient pas. Je pense que ceux qui viennent travailleront sur les nootropes qui apparaissent, sur la stimulation intracrânienne, sur les nouvelles façons de ressentir ces sensations dont on a besoin, qu'on essaye éternellement de ressentir en se mettant le moins en danger. Aujourd'hui, l'appareil pénal tel qu'on a par rapport à ça, il va être encore plus ridicule qu'il ne l'a été les 20 dernières années. Donc arrêtons de pénaliser pour rien. Dernier point, et ce sera vraiment mon dernier point, c'est m'amuser pour faire comme Lia Cavalcanti, faire 3 arrêts successifs avant de quitter la scène. Dernier point, pourquoi la pénalisation, pourquoi on n'a pas aussi autant de rigueur pour faire appliquer l'interdiction de vente de tabac aux mineurs? Pourquoi n'a-t-on pas autant de volonté policière pour faire interdire la vente d'alcool aux mineurs et faire respecter ces lois-là? Je suis parfois déçu dans des débats que j'ai sur le terrain avec des fonctionnaires de dire « Oh mais ça, c'est pas... » Mais comment ça? C'est pas un délit si grave que ça de laisser vendre de l'alcool à un mineur? C'est pas un délit si grave que ça de laisser vendre du tabac à un mineur? Pourquoi se focalise-t-on sur tel et tel produit si c'est vraiment un problème de santé publique? Les grandes drogues d'entrée pour les adolescents, ça reste le tabac et ça reste l'alcool. Je suis désolé de le rappeler. Merci. Juste une question, mais très rapidement du coup, puisque vous avez un peu dépassé. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots un peu clairs ce que c'est que la réduction des risques et de quelle manière ça a pu modifier la façon dont les professionnels du soin et du médico-social ont abordé les addictions depuis plusieurs années? Alors, en quelques mots, même si je ne savais pas si c'était à moi de le faire ou pas, mais la réduction des risques arrive, comme ça a été dit, à cause du sida. Ça s'adresse à un public qui ne souhaite pas, au moment où il rencontre le professionnel, changer son comportement par rapport à l'addiction, et ça lui permet du coup de changer les risques qu'il prend avec son comportement. C'est-à-dire qu'on va lui permettre d'utiliser des seringues propres, on va lui utiliser de se poser dans un lieu, la possibilité de s'installer dans un lieu où il sera moins en danger, on va lui permettre donc de réduire les risques de son comportement, sans lui demander préalablement à la rencontre de dire « oui, je veux aujourd'hui prendre la décision d'arrêter ». Il faut comprendre que l'addiction est une maladie paradoxale quand elle est devenue une maladie, c'est que c'est une maladie que l'usager de l'intérieur n'a pas spontanément envie d'arrêter, parce qu'une part du comportement continue de lui apporter quelque chose dont, à tort ou à raison, il pense avoir besoin ou dont il pense ne pas pouvoir se passer, contrairement à d'autres maladies. Et encore une fois, toute une partie des comportements d'addiction
des comportements d'usage n'étant pas de la maladie, la réduction des risques permet aussi à ces usagers de continuer leur usage en se mettant moins en danger. Donc, aussi bien du côté usage simple que du côté maladie, la réduction des risques a été un outil qui a permis de rencontrer tout un public qui avant ne venait pas dans les lieux de soins, puisqu'on leur disait viens dans ce lieu si tu veux arrêter, si tu veux être sevré, si tu veux être abstinent. Et donc ils ne venaient pas, ou ils venaient, faisaient semblant de vouloir arrêter. On en avait conclu qu'ils étaient tous menteurs et tricheurs. Le jour où on a arrêté de faire ça, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient loin de là, loin d'être tous menteurs et tricheurs. Merci beaucoup pour ce témoignage.